Donc, on est en plein recording. Je pense que vous l'avez tous entendu. Okay, Oui, on a entendu, ouais. Ok, c'est parfait. Merci à Gilly, Cissé, Germain Lancondé, je pense que c'est ça. Amsatou Alassane, probablement, et Karim Diallo. Bienvenue sur le plateau Scénarii. Et vous me permettez, je vais faire rapidement la présentation. C'est-à-dire, je suis Sylvie Dan, je suis dans le domaine de l'IT. J'invite tout le monde à aller voir mon LinkedIn, c'est Sylvie Dan, pour en savoir plus sur moi, parce que j'ai pas envie de prendre tout. Je porte plusieurs chapeaux. C'est pour ça que je ne sais pas, quand il s'agit de me présenter, quoi dire exactement. J'ai des partenaires ici. L'un d'eux, c'est Education Consulting. Et puis l'autre, c'est Malisa Capital. Ils sont tous dans l'éducation et nous œuvrons tous pour l'éducation des jeunes et aussi l'éducation des femmes et du futur. Donc, nous sommes aussi en partenariat avec l'ININ, dont je suis la leader régionale et je suis aussi présidente de l'ININ Bénin. Et puis Allo Community, qui est quand même cette plateforme que nous utilisons pour atteindre tout le monde. Donc, bienvenue sur Scénarii, une émission pour les jeunes, par les jeunes et pour le futur. C'est à toi, Bertrand. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, nous souhaitons une fois de plus la bienvenue à M. Boubacar, qui a bien voulu, n'est-ce pas, nous consacrer sa soirée, malgré ses nombreuses occupations, pour parler de l'Afrique post-Covid. On parlera notamment d'éducation, on parlera de gouvernance aussi. C'est ça. Et j'imagine peut-être d'autres secteurs d'activité. Vous avez touché à 10 domaines clés. Là, vous avez identifié 10 domaines clés dans votre essai. Alors, on ne couvrira probablement pas les 10 domaines. On accentuera surtout notre propos sur l'éducation et la gouvernance. Nous disons bonsoir et nous remercions les amis qui sont là ce soir, qui ont bien voulu nous consacrer elles aussi leur précieux temps. Et n'hésitez pas à contribuer en publiant, en postant vos questions, vos commentaires dans le clavardage. Nous prendrons le temps. Voilà, il y a Karim Diallo qui dit bonsoir, bonsoir Karim. Donc, nous prendrons le temps de les lire et puis voilà, de renchérir sur vos propos. Je suis Bertrand Défaut, consultant en éducation, membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario au Canada, membre de la Chambre de commerce du Canada, membre de la Fédération des couples certifiés, toujours au Canada, et j'ai fondé en avril 2016 Education Consulting Inc. Alors, nous œuvrons principalement dans le domaine de l'éducation et de la formation au Canada et aussi à l'international. Je suis certain, n'est-ce pas, Sylvie, qu'après cette émission, nous allons étendre notre réseau comme nous le faisons souvent après chaque édition de Scénarii. Parce que la plateforme Scénarii à l'eau, c'est aussi une occasion de réseauter, de faire connaissance, là, les invités et le public et les présentateurs, présentatrices. Si le temps nous permet. Si le temps nous permet, voilà. Alors, Monsieur Boubacar, merci. J'ai lu votre biographie qui est très, 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 très riche. Je vous en prie, merci. J'ai parcouru votre livre. Merci. Je n'ai pas lu tous les mots. Je ne prétendrai pas avoir lu les 166 pages à peu près, presque 200 pages, mot après mot. J'ai parcouru le livre. Il est très, 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 très intéressant. Je l'ai fait. Tu t'imagines? C'était comme, j'étais addictée à cela. J'ai lu la première phrase que j'ai lue, j'ai été scotchée. Je ne pouvais plus me déconnecter. Il fallait que je lise parce que j'aime beaucoup quand même l'histoire. Les histoires à travers les îles, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité et puis de ces mots grecs, que j'ai fait le latin aussi. Donc, tout ça, c'était pour moi une façon, c'était vraiment un livre extraordinaire. J'ai vraiment aimé. Surtout, l'écriture était abordable, quand je dis pas abordable, mais en tout cas, c'était une écriture facile. N'importe qui peut lire le livre et se sentir. Parce que tu sais, il y en a qui écrivent et c'est difficile à lire parfois parce qu'ils ont un certain style. Ce style est populaire, selon moi, pour de la politique. Facile, clair, direct. Et vraiment, c'était super beau. Mais je te laisse continuer. Merci, Sylvie. Voilà, tu as fait déjà une analyse littéraire du livre. Je n'ai plus rien à dire, là. J'ai étudié pour rien en littérature, Sylvie. Tu viens de faire mon travail. OK. Donc, c'est un style accessible au plus grand nombre. Voilà.
Donc, c'est tout à l'honneur de son auteur, évidemment. Monsieur Boubacar, voulez-vous dire un mot pour peut-être les personnes qui vont regarder cet enregistrement? J'imagine que toutes les personnes ici présentes ont lu votre biographie là, déjà sur LinkedIn, par exemple, ou bien ailleurs. Mais pour les personnes qui vont regarder l'enregistrement de cette émission par la suite, est-ce que vous voulez dire un mot à votre sujet, sur votre parcours, avant qu'on entre dans le vif du sujet? Oui, bon, voilà, je vous remercie beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis vraiment très, très reconnaissant pour d'être accueilli sur cette plateforme-là. Et je remercie ceux qui sont là, voilà, ceux qui consacrent leur temps à nous suivre. Je remercie particulièrement donc Bertrand et Sylvie, voilà, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter, qui ont pris le temps quand même de lire mon livre. C'est un honneur pour moi. Voilà. Donc, concernant le contenu, donc, je fais une petite parenthèse. Donc, j'ai essayé de faire ça de manière didactique, voilà, pour que ça soit accessible à tout le monde. Voilà, je ne voulais pas que ça soit un livre savant. Bon, ce qui m'intéressait, que le message passe, quoi. Voilà. Donc, voilà. Après, pour revenir à votre question, Bertrand, moi, je suis né au Niger, voilà, 1978. Donc, là, voilà, j'ai mes 43 ans. J'aurai bientôt 44 ans. Voilà, j'ai grandi au Niger, à Niamey. Voilà, j'ai jusqu'à mon bac. Voilà, j'ai fait mon bac scientifique à Niamey. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, voilà, de poursuivre mes études en Algérie, voilà, dans le nord, à côté d'Alger, une ville qui s'appelle Boumerdès, voilà, où j'ai fait mon diplôme d'ingénieur en technologie alimentaire. Et puis après, je suis venu en France, voilà, où je fais deux masters, un master de recherche et puis un master de professionnel, toujours dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc voilà, et puis après, voilà, j'ai travaillé dans une multinationale américaine qui s'appelle General Mills dans le sud de la France. Après, j'ai enseigné à l'université régionale des métiers de l'artisanat, donc à Loire-Atlantique. Après, en 2016, à partir de 2016, voilà, je suis retourné au Niger où j'ai créé Sahel Agropole pour participer au développement économique et puis surtout comprendre quoi les dynamiques actuelles en Afrique. Voilà. Et puis, quand le coronavirus a commencé, j'ai entendu le discours à la masse sur l'Afrique. Et en plus de ça, le coronavirus venait s'ajouter au phénomène du terrorisme qui fait des dégâts au Sahel. Donc, j'ai décidé en fait d'écrire ce livre-là pour attirer l'attention des Africains sur les vrais enjeux, quoi. Les vrais enjeux. Voilà. Parmi ces enjeux-là, j'ai mis l'accent sur la sécurité. C'est important que la question de la sécurité, voilà, tout le monde s'intéresse à ça. Donc, il y a aussi l'éducation que j'ai identifiée comme secteur stratégique, voilà, tout comme la gouvernance aussi. Voilà, donc il y a 10 secteurs stratégiques que j'ai identifiés. Mais avant cela, j'ai essayé de dire aux Africains que nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes le berceau de la civilisation, que l'Afrique a connu des civilisations partout, du nord au sud, d'est en ouest, jusqu'au centre également, et que nous devrons, il y a la nécessité de renouer avec l'initiative historique. Voilà. Donc, c'est essentiellement le message que je voulais porter, quoi, dans mon essai. Merci, merci beaucoup, M. Boubacar. Là, le temps est donné. Hein. Alors, quels sont les effets, en quelques mots, évidemment, c'est une question immense, c'est une question qui peut appeler une réponse là, probablement sur plusieurs heures, mais on n'a pas ce temps malheureusement aujourd'hui. Mais comme ça, succinctement, M. Boubacar, quelles sont les conséquences jusqu'ici, parce qu'elle n'est pas terminée, la pandémie, quelles sont les conséquences jusqu'ici de cette pandémie sur les pays africains? Donc voilà, donc quand on voit, là je vous prends tout simplement deux pays, hein, donc voilà le Sénégal et le Bénin par exemple. Aujourd'hui, les hôpitaux sont un peu surchargés, voilà, parce que ce qu'on appelle en Europe la 4e vague, donc le variant Delta, est en train de toucher, de pénétrer donc les populations africaines. Voilà, alors que pendant un an et demi, on disait bon l'Afrique est relativement épargnée, et c'est le cas quand on regarde les statistiques, mais les virus sont des micro-organismes qui mutent en permanence. Voilà. S'ils viennent la première fois, ils portent, ils peuvent revenir une seconde fois, une troisième fois, et ainsi de suite. Donc là, on est en train de voir, l'Afrique du Nord est très touchée, la Tunisie, l'Algérie sont très touchés aujourd'hui. Voilà. Il manque, par exemple, d'oxygène, les gens meurent. Voilà.
après l'Afrique du Sud, la Tunisie, par exemple, c'est le deuxième pays africain le plus touché. Mais maintenant, des pays comme des pays de l'Afrique subsaharienne, tels que le Bénin, le Sénégal, par exemple, commencent à être sérieusement touchés. Voilà. Donc, même si les statistiques encore aujourd'hui font que l'Afrique, c'est à peu près 4% des décès au niveau mondial, mais les micro-organismes, il faut faire attention, c'est dangereux. Et qu'il ne faut pas minimiser en fait cette maladie-là, cette pandémie-là, il ne faut pas qu'on minimise parce qu'en Afrique, on a tendance en fait, le discours ambiant a tendance à minimiser cette maladie-là et surtout à remettre en cause les solutions aussi qu'on propose. Ok. Merci. Donc, on a bien compris que l'Afrique est de plus en plus touchée. Vous avez nommé certains pays qui, selon vos données, selon les données que vous venez de publier, sont de plus en plus touchés. Mais que devrait faire l'Afrique? Est-ce qu'il faut confiner? Est-ce que les pays africains, est-ce que les gouvernements africains devraient confiner leur population? Quelle est la solution pour l'Afrique d'après vous face à cette pandémie? Alors, nos économies sont très fragiles. On ne peut pas avoir les mêmes politiques de confinement comme en Europe, par exemple, ou bien aux États-Unis, ou bien en Amérique du Nord, par exemple. On n'a pas les moyens parce que quand on confine des pays dans lesquels il n'y a pas de sécurité sociale, voilà, on condamne tout simplement en fait les gens à mourir. Il y a des pays qui ont commencé en 2020, par exemple, à partir de mars 2020, avril 2020. Par exemple, au Niger, Niamey a été, ils ont imposé un couvre-feu, par exemple. Voilà. Mais le couvre-feu commençait vers 19h jusqu'à 6h du matin. Mais sauf que l'essentiel de l'activité économique aussi se passait la nuit. Voilà. Quand on sait que l'économie africaine, 90% de l'économie africaine, elle est informelle. Or, la nuit, il y a une activité économique qui est intense. Donc, quand on ferme les grandes villes, parce que les gens quittent les campagnes, les villages pour venir s'installer dans les grandes villes, et les gens se débrouillent. Maintenant, quand on vient dans les grandes villes et qu'on confine le pays, on dit qu'on impose un couvre-feu, eh bien, le peu de capital qui permet aux gens de faire fonctionner leur business, en fait, ils vont le perdre. Et on a vu ce cas-là à Niamey, par exemple, et dans des grandes villes comme Dakar, et même à Abidjan, on a vu des cas comme ça, où le confinement a posé plus de dégâts, ou bien le couvre-feu a posé plus de dégâts que la pandémie elle-même. Donc, c'est à l'Afrique et aux Africains de réfléchir pour trouver la bonne solution, la solution adaptée. On ne peut pas faire comme par exemple en France, eh bien, on a confiné le pays, mais l'État a continué à prendre en charge les salaires. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de dégâts à ce niveau-là. Les gens arrivent à vivre. Mais nous, au Niger, au Mali, au Sénégal, à Dakar, au Sénégal, je ne sais pas, au Bénin, par exemple, ou bien au Cameroun, si on met le pays sous cloche, eh bien, il n'y a pas d'État pour permettre aux gens de vivre. Donc, le remède risque d'être encore plus dévastateur que la maladie. Alors, on s'entend là-dessus que vous avez parlé de l'informel, du niveau de la place qu'occupe l'informel dans les économies africaines. Beaucoup vivent au jour le jour et ne peuvent pas se permettre d'arrêter leurs activités commerciales, ne serait-ce qu'une journée, n'est-ce pas? C'est très clair. On a vu aussi que l'année dernière, en 2020, au mois de mars, avril, par exemple, là, il y a des pays qui ont fermé les écoles, mais à cause de la couverture très insuffisante au niveau technologique, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, c'est un des secteurs clés, la technologie, l'informatique. Malheureusement, beaucoup de jeunes ont arrêté leurs études comme ça, parce que, étant à la maison, il n'y avait pas la possibilité de suivre, de continuer les programmes scolaires en ligne, comme ça s'est fait quasiment dans tous les pays occidentaux. Alors, finalement, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a une porte de sortie pour l'Afrique par rapport à cette pandémie? Est-ce qu'il y a une solution pour l'Afrique? Parce que les hôpitaux, vous le dites dans votre livre, et nous le savons, pour qui a vécu en Afrique ou a voyagé un petit peu en Afrique, beaucoup de centres hospitaliers n'ont pas toujours le matériel ni le personnel adéquat. Déjà, l'eau et l'électricité dans bien de villes ou de villages constituent encore des luxes, ce qui pose un gros problème pour les industriels, pour les entreprises. Au final, est-ce que l'Afrique n'est pas en quelque sorte piégée là, par cette pandémie, piégée à cause de son impréparation finalement de plusieurs décennies, de plusieurs centaines d'années?
Mais effectivement, l'impréparation nous pose énormément de problèmes, surtout le manque d'État. Surtout le manque d'État, parce que le drame que vivent beaucoup de peuples, beaucoup de pays africains, c'est le manque d'État. Donc, c'est les États qui sont fragiles. Donc, du coup, la fragilité de l'État aussi rend fragile la société et aussi le pays. Voilà. Mais moi, je ne suis pas fataliste et j'imagine que c'est le cas de tout le monde ici parce que les gens se battent, on croit, on est optimiste, on est profondément optimiste, nous, Africains. Mais c'est aux Africains de réfléchir pour trouver la solution qui est adaptée au contexte africain. On ne peut pas utiliser le modèle de gestion de la pandémie chinoise, le modèle de gestion de la pandémie américaine, enfin de l'Amérique du Nord ou bien de l'Europe. On ne peut pas utiliser ces modèles-là pour la simple raison que les contextes économiques et sociaux ne sont pas les mêmes. En Afrique, la vie en société est fondamentale. Voilà. Si on impose aux Africains de rester chez eux, de ne pas sortir, eh bien, les gens risquent de devenir fous. Les Africains ne peuvent pas vivre sans sortir, sans cette vie en communauté, cette vie en société. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre civilisation, ça fait partie de notre ADN. Voilà. Mais c'est aux États africains de réunir les cerveaux. Les cerveaux, quand je dis les cerveaux, c'est-à-dire les scientifiques, voilà, les sociologues, les économistes, les médecins, voilà, la société civile, les politiciens, et pour qu'on réfléchisse ensemble de chaque pays afin de trouver la solution qui est adaptée. Voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre une ville comme Niamey, comme Cotonou ou bien Dakar, on ne peut pas les mettre sous cloche pour la simple raison que quand on les met sous cloche, après, l'insécurité que cela pourrait engendrer, la famine que cela pourrait engendrer, la misère et la pauvreté que cela pourrait engendrer, va avoir des conséquences terribles sur la stabilité même du pays. Voilà. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un piège, mais je pense que si nous utilisons les cerveaux, si nous utilisons les compétences que nous avons dans nos pays pour réfléchir ensemble, on va trouver la solution qui est adaptée. Par exemple, pour éviter de mettre le pays sous cloche, pour éviter le confinement, eh ben, on peut sensibiliser la population. C'est ce que les gens font déjà à travers voilà, les règles de distanciation sociale, en tout cas, ou bien le fait d'être propre, se laver les mains, tout ça. Voilà, les règles d'hygiène, en respectant les règles d'hygiène, et aussi essayer de traquer le virus. Cette technologie, ces techniques-là aussi existent. Cette manière de gérer là aussi existe. On peut traquer le virus. Voilà, on peut le tracer. Voilà. Donc, ça fait partie des solutions. Mais, encore une fois, moi, de mon point de vue, il faut que l'Afrique, les États africains soient capables de réunir, en fait, les intelligences africaines pour qu'on réfléchisse et trouver la solution qui est adaptée au contexte africain. Le copier-coller, ça ne marche pas. Moi, j'ai une question à vous poser. Parce que je pense que c'est à partir du moment où Covid est apparu que vous avez commencé par penser peut-être sûrement à écrire. Parce que vous avez vu des choses. Donc, ça vous a sûrement nourri et vous avez eu des idées. Alors, la question est, de là, vous avez pensé à 10 stratégies, si je me trompe, pour l'Afrique. Et M. Bertrand vous a posé la question si ce n'était pas un piège. Et moi, je vous repose la question. Ne pensez-vous pas que c'est un piège? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je vous repose la question. Parce que vous avez répondu à cette question, mais je vous repose parce qu'on ne peut pas évoluer sans bonne gouvernance, sans la diaspora, parce qu'il y en a pas mal. Ils sont, disons, le troisième bailleur de fonds, comme vous l'avez si bien dit dans votre livre. L'intelligence économique, le système éducatif, l'industrie et de la finance, l'énergie, l'industrie de l'agrobusiness, l'industrie de la santé, pharmacie et l'industrie informatique numérique. Pensez-vous qu'on peut juste prendre par exemple l'énergie et arriver à atténuer cet effet, c'est-à-dire les conséquences du Covid, parce qu'il fait ravage, mais on n'en parle pas vraiment, parce qu'on n'a pas les technologies pour. Donc, on ne peut pas juste utiliser par exemple, comme je le dis, l'agrobusiness ou carrément la santé pour pouvoir atténuer le problème de l'Afrique, parce que ce problème, c'est un tout. Absolument. C'est pour ça que vous avez proposé 10 affaires, 10 points, 10 stratégies. Oui, effectivement. Par exemple, vous avez parlé de celui de l'énergie. Dans le contexte africain, si on veut un État qui veut combattre la pauvreté, doit construire des centrales électriques. On n'a pas besoin, historiquement, et aujourd'hui les données sont là, on ne combat pas, par exemple, la pauvreté avec les ONG. C'est du pansement qu'on va mettre sur une plaie, mais ce n'est pas la solution. Voilà. On ne combat pas la pauvreté en priant uniquement dans les églises ou dans les mosquées, voilà, ou bien en tenant des discours creux politiques. Un pays sérieux, un État sérieux qui veut combattre la pauvreté, voilà, par exemple, l'une des solutions, c'est de construire des centrales électriques. Une fois que vous avez
accès à l'énergie, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre. Voilà. On sait aujourd'hui, par exemple, il y a même dans les capitales en Afrique, au Niger, par exemple, voilà, moi, je vais souvent à l'hôpital national de Niamey, et bien des fois, en pleine intervention chirurgicale, il y a une coupure d'électricité. Voilà. Donc, vous voyez bien que la question de l'énergie est fondamentale. Les pays qui dominent, les pays qui se développent, que ce soit l'Amérique du Nord, plus particulièrement les États-Unis, ou bien la Chine, ou bien l'Europe, c'est l'énergie. Prenons par exemple des chiffres. Un subsaharien, il consomme 200 kWh par an d'énergie. Pour faire fonctionner un réfrigérateur, il te faut 5 kWh. 5 kWh. Donc, un subsaharien par an consomme 200 kWh. Contre 7 000 kWh pour un Français et 13 000 kWh pour un Américain. Donc, on voit bien que cette précarité énergétique aussi pose énormément de problèmes, aggrave aussi la situation de pauvreté. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous autres. Mais ce que je veux, là où je veux vous emmener, c'est le problème de l'éducation. Parce que dans le passé, on n'avait pas cette histoire d'énergie. On se débrouillait avec notre lampe et tout, mais quand même, on pouvait lire ce qu'on a à lire en pleine nuit et tout. Donc, ne pensez-vous pas que l'éducation est le socle quand même, est la base avant de parler d'énergie? Parce que même si on a l'énergie et qu'on n'est pas éduqué, on ne saura pas comment le transformer ni l'utiliser. Quand on n'a pas l'éducation, on ne peut pas, oui, on peut encore guérir parce que dans la culture africaine, partout en Afrique, nous avons encore ces médecins traditionnels et autres qui utilisent l'oral pour pouvoir soit guérir ou soit transmettre leurs connaissances. Je suis encore d'accord. Mais à la fin de la journée, oui, nous avons besoin d'énergie, mais nous avons besoin d'éducation. Nous avons besoin d'éducation. L'éducation est très importante. Non seulement l'éducation, mais aussi la gouvernance. Ça, c'est ce que moi, je pense. Et après la gouvernance, on peut parler de la défense et ainsi de suite et du reste. Mais je vous laisse la parole. Je ne sais pas si Bertrand, tu as quelque chose à dire avant que monsieur Adamou ne réponde. Bah, j'ai toujours quelque chose à dire, mais je vais laisser la parole d'abord à M. Boubacar et poser ma question après sa réponse. Alors, donc, pour la question de l'éducation, je l'ai écrit dans mon essai, je disais que l'Afrique est sur le point de perdre la bataille de l'école. Une fois que, ce n'est pas trop tard, hein, on peut rattraper beaucoup de choses, mais quand une nation, ou bien quand un peuple perd la bataille de l'école, ensuite on perd tout. Voilà. Donc, l'école est fondamentale. Mais maintenant, il ne faut pas attendre de construire des écoles partout en Afrique pour construire après des centrales électriques. Avec une bonne planification, nous pouvons faire ça de front. Parce qu'il ne faut pas oublier que la population africaine augmente très, très vite. Nous avons un rythme de croissance de la population africaine qui est en moyenne de 4,5% par an. C'est le taux de croissance démographique le plus élevé au monde. Ce taux va continuer d'augmenter. Voilà. Donc, quand la population va augmenter, à l'époque, on utilisait les lampes. Bon, voilà, par exemple, moi, j'ai utilisé les lampes, voilà, ce qu'on appelait les lampes tempête pour étudier. Donc, voilà. Et c'est le cas aussi de nos parents. Mais aujourd'hui, la population augmente. Un pays, prenons le cas du Niger, par exemple. Hein? Aujourd'hui, nous sommes 20 millions. Avec tous les problèmes que nous avons, nous sommes 20 millions. En 2050, nous serons 60 millions. La population sera multipliée par 3. Déjà, on n'arrive même pas à assurer le minimum aux populations, nous sommes 20 millions. Et c'est le cas de beaucoup de pays, au Mali, par exemple, ou bien en RDC, par exemple. Voilà. Mais maintenant, comme cette population augmente, double tous les 20 ans ou bien tous les 30 ans, eh bien, la question de l'école, c'est très bien, mais en même temps qu'il faut instruire les enfants africains. Nous sommes à un taux de scolarité, en Afrique, nous avons une moyenne de 60%. Au niveau mondial, la moyenne mondiale est de 90%. La moyenne mondiale, voilà. En Amérique du Nord, en Europe, ils sont autour de 100%, 98-100%. Voilà. Donc, le taux de scolarité en Afrique est très faible, est très faible par rapport à la moyenne mondiale. Maintenant, il faut regarder aussi la qualité de ce taux-là. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels, en fait, on forme des illettrés après 6 ans à l'école. Voilà, les enfants ne savent pas lire et écrire, donc c'est une perte de temps, quoi. On fait perdre à des générations entières, en fait, leur temps, puisqu'ils partent à l'école et ils n'apprennent rien, puisqu'ils ne savent même pas lire et écrire après 6 ans.
Alors que c'est quelque chose qui, au bout de 3 mois, moi, quand j'ai commencé à l'école primaire, au bout de 3 mois, je savais lire et écrire, au bout de 3 mois. Aujourd'hui, avec leur certificat, après 6 ans à l'école primaire, ils sortent, ils ne savent pas lire et écrire. Donc, il y a un sérieux problème quand même. Donc, nous perdons beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour une éducation qui n'est pas du tout efficace. Donc, il faut réfléchir aussi à ça. Voilà, valoriser par exemple le statut de l'enseignant, c'est important le statut de l'enseignant. Dans des pays comme l'Allemagne, le métier qui paye le plus, les métiers qui payent le plus, c'est le métier d'enseignant par exemple en Allemagne. Voilà. En Angleterre, par exemple, ils ont fait une réforme où, tu vois, il y a des lycées dans lesquels il y a des enseignants qui touchent 10 000 livres, par exemple. Voilà. Merci, donc, on a réformé le système. Oui. Pardon, merci, M. Boubacar. Nous avons bien compris là qu'il faut plus d'écoles, il faut valoriser le statut des enseignants. C'est un sujet, évidemment, je suis de l'éducation comme vous aussi, de la formation. J'aurais tendance à penser que plus que le taux d'alphabétisation, l'inadéquation même le rapport ou l'inadéquation entre les besoins réels de l'économie de la société et les formations proposées, que c'est peut-être là, en fait, que se situe le plus gros des problèmes. Absolument. On forme des diplômés, et même dans la diaspora africaine, là, beaucoup ont des diplômes d'ailleurs. En passant, les Africains sont les plus diplômés au monde. Il n'y a pas plus diplômés sur cette planète que les Africains. On a toutes sortes de diplômes, 2 masters, 3 masters, 4 PhD et tout ce qu'on veut. Mais prenez un Africain de la diaspora avec des masters ou des PhD, demandez-lui de rédiger un projet. Il ou elle, là, de rédiger un projet, beaucoup ne savent pas par où commencer. Alors, on se demande finalement quelle est la valeur des formations, des diplômes que l'on acquiert, que ce soit dans la diaspora ou sur le continent. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer à cette inadéquation-là? Commencer par réfléchir à de quoi a-t-on réellement besoin pour faire décoller le continent en termes de formation. Absolument, je suis d'accord avec votre constat hein, qu'il faut revoir les curricula voilà, qui existent actuellement, le contenu des programmes. Il faut les revoir, raison pour laquelle moi, dans mon essai, je parlais des STEM, voilà, qui est un acronyme qui nous vient d'Amérique du Nord. Donc voilà, c'est un acronyme anglo-saxon. Voilà, vous savez certainement de quoi je suis en train de parler, parce que c'est avec les scientifiques qu'on transforme le monde. Je n'ai rien contre les littéraires. Hein. Moi, j'adore la littérature, c'est ce qui me permet d'écrire. Donc voilà, c'est important que dans nos curricula, parce qu'aujourd'hui, le nombre de littéraires qui sortent, quand on regarde même au niveau des bacs, au niveau national, quand on fait le bac au niveau national, le pourcentage des scientifiques formés est très, très faible. C'est même négligeable par rapport aux autres diplômes. Or, comme vous le savez, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la technologie qui nous permet de discuter aujourd'hui à des milliers de kilomètres les uns des autres, c'est à travers les STEM qu'on est parvenu à former et à formater des générations voilà, qui nous ont permis en fait, de développer ça, qui continuent encore de les développer. Voilà. Donc, la réforme des curricula, la réforme des programmes scolaires est incontournable. Sinon, nous allons continuer d'investir des milliards dans le système éducatif en Afrique et qui n'apporte absolument rien du tout. Et puis, ça ne permet pas de résoudre le problème, pour la simple raison que, comme vous l'avez noté, M. Ndefo, il y a une inadéquation entre le contenu des formations et les besoins réels de nos sociétés. Ça, si on ne le fait pas, nous allons continuer encore de perdre du temps. Voilà. Mais parlant de donc, ça, pour moi, l'intégration... Allez-y, finissez votre idée. Donc, pour moi, l'intégration des STEM, donc les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, dans les curricula, depuis le primaire jusqu'à l'université, si on n'arrive pas à intégrer ça, eh bien, nous allons encore perdre du temps. Nous allons continuer à être une colonie numérique. Voilà, c'est le cas de l'Afrique, c'est une colonie numérique de toutes les façons, vous le savez, tout comme l'Europe également. Voilà, c'est une colonie numérique des États-Unis. Donc voilà. Donc nous allons consommer ce que les autres produisent. Peut-être à la rigueur, on va innover un peu, tel que le mobile banking par exemple au Kenya, mais nous ne serons pas leaders. Nous ne serons pas leaders. De toutes les façons, l'Afrique investit très peu dans la recherche et développement. L'Afrique investit très peu, c'est négligeable, les investissements africains dans la recherche et développement. Or, là où il n'y a pas de recherche et développement, il n'y aura pas d'innovation, ou bien très, très peu.
Que pensez-vous alors? Pensez-vous que, bon, c'est sûr, c'est une question bête, mais quand même, qui a un petit rapport avec ce que vous venez de dire. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec, je ne vais pas dire que Covid nous a propulsés dans une ère où on peut utiliser toute la technologie, où il y a un faux sentiment comme quoi l'Afrique est en avance ou bien est en train de rattraper parce qu'on pense que la technologie est en tout. Alors, on pense que, bon, ben écoute, basé sur ça, est-ce que vous pensez que la pyramide, est-ce que les Africains aujourd'hui, avec ce qui se passe avec Covid et puis le fait d'avoir accès à toutes sortes d'applications pour communiquer comme Zoom et tout ce qu'on fait présentement, est-ce que vous pensez qu'ils ont atteint ce qui est vrai, on le sait, mais je pose quand même la question, est-ce qu'ils ont atteint les critères qui se retrouvent sur la pyramide de Maslow? Ben, c'est sûr que, par exemple, aujourd'hui en Afrique, ce qui est à la vogue, ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est le numérique. Voilà, il y a des évangélistes quoi, du numérique un peu partout. Moi, je suis sur l'épidémie, je le vois, il y en a beaucoup de spécialistes du numérique. Ça nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. Mais il faut faire attention à ne pas résumer la solution au problème de l'Afrique uniquement au numérique. Le numérique, c'est une solution qu'il faut maîtriser, c'est extrêmement important. Voilà, parce qu'il ne faut pas être à l'écart de l'évolution du monde. C'est une solution, il faut maîtriser ça et même être leader dans certains domaines tels que le mobile banking, par exemple. L'Afrique est leader dans ce domaine-là. Voilà. Mais nous sommes toujours consommateurs des technologies qui sont développées ailleurs. Ça, il ne faut pas oublier ça. Mais surtout dans des domaines scientifiques tels que la recherche fondamentale, en Afrique, on est très, très en retard par rapport au reste du monde. La recherche fondamentale en mathématiques, par exemple, la recherche fondamentale en physique, par exemple, la recherche fondamentale en biologie, la recherche fondamentale dans beaucoup de domaines scientifiques, nous sommes très, très en retard. Voilà. On a l'impression qu'avec le numérique, on va faire ce qu'on appelle je ne sais pas, le saut de grenouille ou bien de crapaud, voilà, pour sauter certaines étapes. C'est certainement dans certains domaines tels que la banque. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de banque physique. Voilà. Il suffit tout simplement d'avoir un téléphone et un compte. Sur le téléphone, tu ouvres ton compte et bon, voilà, ça permet de faire circuler l'argent. Mais il ne faut pas se leurrer. Que tant que nous ne maîtrisons pas des domaines tels que la recherche fondamentale en mathématiques, parce que le numérique, c'est la recherche fondamentale aussi en mathématiques. C'est la recherche en informatique, c'est la recherche dans les télécommunications, c'est la recherche aussi en physique quantique, par exemple. Voilà, tant que ces domaines-là, nous n'avons pas des hommes et des femmes qui sont très bien formés, qui anticipent l'évolution de ces domaines-là, eh ben, nous serons à la traîne, nous allons continuer d'utiliser les technologies des autres. Ok. Bertrand, c'est à toi. Merci, merci Sylvie, merci M. Boubacar. Parlons de d'autres secteurs, si vous voulez bien. On a bien compris l'importance de l'éducation. Évidemment, il n'y a pas que l'éducation. Et en lisant votre livre, en parcourant le livre, en lisant minutieusement certaines parties, je me suis demandé finalement par lequel de ces secteurs clés il fallait commencer pour le décollage de l'Afrique. Parce que tout semble tellement imbriqué, le côté militaire, hein, la faiblesse militaire, on voit là dans certains pays africains tout ce que ça a donné. On a l'exemple malheureux de la Libye, par exemple. Le côté monétaire avec toute la question du franc CFA, dont on n'a pas fini de parler. Bon, maintenant, on est arrivé avec l'éco et puis franc CFA éco, quelle est la différence vraiment, etc., etc. Alors, et la gouvernance. Toujours des problèmes aux élections. Est-ce qu'il faut aller aux élections? Est-ce qu'il ne faut pas aller aux élections? Les Africains seraient-ils mûrs, entre guillemets, pour des élections, pour la démocratie? Voilà, on connaît la fameuse phrase. Alors, tout ça est tellement imbriqué l'un dans l'autre. Mais parlons de gouvernance et de franc CFA, si vous voulez bien. Les peuples africains ont-ils les dirigeants qu'ils méritent? Avez-vous l'impression, en Afrique francophone par exemple, que vous connaissez bien, que nous connaissons tous bien, avez-vous l'impression que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent aujourd'hui? Alors,
C'est une très bonne question, mais quand on est dans un contexte où le peuple est souverain, par exemple aux États-Unis ou au Canada, on organise les élections, les gens ils se déplacent. Voilà. Après, il y a les médias, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent influencer les élections. Mais on ne va pas dire que le peuple canadien, par exemple, se retrouve devant le fait accompli où le dirigeant a été choisi, je ne sais pas, par des Chinois ou bien par, je ne sais pas, des Russes, et que les gens, on leur dit tout simplement c'est une formalité. Donc, dans le cadre d'un peuple qui est souverain, on peut dire qu'il mérite ses dirigeants. On peut le dire. Voilà. Mais maintenant, dans le cadre des peuples où il y a une cooptation des dirigeants, il y a une cooptation des dirigeants. Il y a beaucoup de pays dans lesquels les élections ne sont que des formalités. On sait qui est-ce qui va gagner les élections. Voilà. On sait qui est-ce qui choisit déjà le tri, comment est-ce que ça se fait parmi les leaders, qui est-ce qui va monter, qui est-ce qui va être combattu, voilà, en fonction des idées que vous défendez. De l'Afrique francophone, si vous défendez des idées panafricanistes, parce que le panafricanisme, historiquement, c'est la solidarité envers le peuple africain. Voilà, c'est une idéologie qui est née aux États-Unis, bien un concept qui est né quand même de la diaspora nord-américaine, voilà, où on a dit qu'on va aider les peuples africains à se libérer. Donc, on va les aider politiquement, culturellement, voilà, et créer une certaine solidarité africaine. Ce concept, si vous le défendez dans des pays francophones, par exemple, vous risquerez tout simplement d'être combattu. Voilà. Parce que le panafricanisme, ça veut dire c'est la solidarité et la dignité pour les peuples africains. Donc, vous allez être combattu par qui? Par ceux qui sont là pour que le système d'exploitation et de domination continue. Donc, vous allez vous retrouver dans le jeu politique avec des dirigeants, voilà, qu'on a choisis, et on va organiser des simulacres d'élections, et à la fin, voilà, on sort de l'urne, voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément gagné les élections. On le sait, au Niger, par exemple, en 2020, en 2021, on a organisé des élections en 2021, voilà, Issoufou, qui est resté au pouvoir pendant 10 ans, il a organisé des élections, il a dit qu'il va faire une alternance, il va partir, mais il a organisé les élections au mois de mars-avril, mais jusqu'aujourd'hui, le principal opposant, qui est Mamadou Soumaï, n'a pas reconnu le président élu. Il ne l'a pas encore reconnu officiellement. Il ne l'a pas reconnu alors que ça fait 6 mois que les élections ont eu lieu. Parce que l'opposant, principalement Mamadou Soumaï, dit qu'il a des preuves que les élections ont été truquées. Voilà. Donc, ce cas-là, on le retrouve dans beaucoup de pays africains où les dirigeants subissent, si vous voulez, les peuples subissent en fait les dirigeants qu'ils ont à la tête de leur pays. Donc, moi, je ne crois pas que les peuples africains méritent les dirigeants qu'ils ont. Je ne crois pas. Mais maintenant, c'est au peuple africain d'être conscient du combat qu'il faut mener et que la liberté et la dignité, ça ne se donne pas. Il faut se battre. Il faut se battre. En France, ou l'histoire de la France que nous connaissons, la France est le pays par excellence des révolutions. La France a connu la révolution de 1789, 1830, 1848, 1871, mai 1968. On a eu aussi les Gilets jaunes. C'est un peuple qui se bat tout le temps pour sa liberté. Maintenant, quand les peuples ne se battent pas pour leur liberté, les peuples vont subir. Ok. Est-ce que je Donc, peux... c'est le combat que nous... Je m'excuse si je vous coupe parce que j'aimerais lire une partie de votre livre parlant de dignité. Je vais rapidement le lire si vous me permettez, Bertrand. Oui. Vous avez dit qu'en Afrique, en Afrique, le manque de statistiques fiables ne permet pas d'évaluer exactement les milliards de francs CFA investis dans les campagnes électorales. Mais les périodes d'élection semblent être les seuls moments de la vie du pays où tout le monde dépense sans compter, et en particulier la majorité au pouvoir qui a eu le temps de s'enrichir. C'est aussi l'occasion de donner des miettes au peuple maintenu exprès dans la misère pour qu'il jette le bon bulletin de vote dans l'urne à travers ce geste d'une extrême banalité. Le bétail électoral va légitimer la caste sociale et donner carte blanche à ses bourreaux pour l'enfoncer davantage dans l'indignité. C'est ça le mot indignité, comme vous étiez en train de parler d'indignité. Je me suis dit, ça tombait bien cette question. Il fallait que malheureusement, j'aurais bien voulu partager mon écran, mais je suis plutôt sur mon iPad et j'aurais bien voulu, je ne sais pas si ça peut se voir, montrer quelque part ce qui est difficile, l'image en fait l'image que vous avez utilisée pour illustrer un peu
cette partie de ce chapitre, en tout cas, ce bout de chapitre de votre livre. Et je vous exhorte vraiment à le lire. C'est très inspirant et je m'excuse de vous avoir coupé. Comme on n'a pas beaucoup de temps et on aimerait bien que les participants aussi posent leurs questions, je vais laisser Bertrand gérer cette partie-là. Merci beaucoup, Sylvie. C'était enrichissant, n'est-ce pas, la citation que tu viens de porter une fois de plus à notre connaissance. Alors, avant de continuer avec la prochaine question, déjà, merci à toutes les personnes qui ont réagi dans le clavardage. Il y a des liens LinkedIn qui ont été partagés. Je vois même un numéro de téléphone, il me semble. Alors, n'hésitons pas à mettre nos liens et à communiquer après cette émission. Il y a aussi des commentaires ou des questions, des bonjours. Voilà, Antoine Boulet, j'espère que je prononce bien, qui nous dit bonjour. Congolais vivant à Paris. Alors, merci beaucoup, Antoine, d'être là ce soir. François Ngomba qui écrit « Avec une espérance de vie dans la moyenne de 50 ans, nous ne pouvons pas concevoir le développement comme l'Europe. » Oui, l'espérance de vie est quand même très courte dans bien de pays africains. Donc, merci pour votre commentaire, François. Et Ibrahim Innocent qui dit bonsoir depuis le Niger. Très heureux de vous avoir, Ibrahim, ce soir. Et il y a un commentaire de Ousmane Sek, je vais le lire. Ousmane nous dit « Le panafricanisme d'aujourd'hui ne serait-il pour nos élites politiques qu'un outil de soft power pour mobiliser, mais surtout pour endormir les populations ?» Donc, question de Ousmane. Et il continue, je lis la suite. « Quand je me réfère au seul problème sécuritaire du continent, il est triste de constater que nous continuons de sous-traiter notre sécurité aux anciennes puissances coloniales. Entre parenthèses, exemple le Mali et les pays du G5 Sahel. Et ce n'est qu'un petit exemple. Tant notre dépendance endémique sonne comme un atavisme cognitif. » Et il continue encore, Ousmane. Et quand on écoute nos intellectuels, ils nous parlent de génération consciente à construire, former, etc. Bref, on reporte l'action à plus tard pour une autre génération. Dans 60 ans encore, le panafricanisme risque de rester à l'état de chimère. Absolument. Alors, la grande question de Ousmane, alors quand, comment et avec qui? Qu'en pensez-vous, M. Boubacar? Voulez-vous répondre aux préoccupations de Ousmane? Oui, merci beaucoup Ousmane Sek, voilà, cher ami, cher frère. Voilà, c'est des très bonnes questions, c'est des questions qui sont très pertinentes de toutes les façons. Ousmane, il a parfaitement raison. Pour commencer avec la sécurité, les Africains semblent avoir oublié que la traite négrière arabe, la traite négrière européenne, la colonisation, aujourd'hui le néocolonialisme, tout comme le terrorisme, n'aurait été possible sans les défaites militaires que nos ancêtres ont connues depuis l'Antiquité. Voilà. Sans cette défaite militaire, il n'y aurait jamais eu, et c'est ce qu'on a oublié, ou bien c'est ce qu'on semble oublier, sans ces défaites militaires, il n'y aurait jamais eu de traite négrière. Parce que pour qu'on vienne vous prendre chez vous, eh bien, il va falloir d'abord qu'on vous casse la gueule, qu'on vous envahisse. Voilà. Mais nos parents, ils ont résisté. Mais le retard technologique, là où les autres sont venus avec des armes à feu, des canons, il faut voir toute la côte atlantique, voilà, du Sénégal jusqu'à Angola, les forts qu'on a installés pour pouvoir, voilà, déporter, aller prendre de force nos populations et puis les déporter en Amérique. Sans les défaites militaires, qui sont les conséquences de l'état technologique que l'Afrique a accumulé, et il y a d'autres problèmes, eh ben, la traite négrière n'aurait pas eu lieu. On n'aurait pas toute cette diaspora éparpillée dans le monde entier. On n'aurait pas eu ça. Or, c'est cette question fondamentale de la sécurité que nous oublions. Voilà, nous mettons ça de côté. Alors qu'il n'y a pas de développement sans capacité sécuritaire. Un peuple ne peut pas se développer. Il n'y aura pas de prospérité économique sans sécurité. Il ne faut pas se leurrer. Et surtout que les deux sont les deux faces d'une même pièce. Quand vous avez la sécurité,
vous aurez l'esprit tranquille, en fait, pour assurer votre prospérité économique. Ceux qui vivent aux États-Unis, ils savent à quel point les Américains sont des obsédés de la sécurité nationale. Ils sont des obsédés de la sécurité nationale. Voilà. Aujourd'hui, les Russes, les Chinois aussi sont des obsédés de la sécurité nationale. Les peuples qui négligent la sécurité nationale, voilà, qui ne sont pas capables d'assurer leur sécurité, sont tout simplement voués soit à l'esclavage ou bien à l'extermination. Voilà. Toutes les civilisations, quand on prend la civilisation égypto-nubienne, c'est une civilisation noire, voilà, qui va donner naissance au reste de l'humanité. Cette civilisation, elle va être envahie à partir de 525 avant Jésus-Christ, et après c'est fini. Les Africains de l'Égypte, ils ont perdu leur souveraineté. Aujourd'hui, on les a repoussés dans le sud de l'Égypte. Ils vivent dans le sud de l'Égypte. Quand vous partez en Égypte, quand vous partez dans le sud, plus vous descendez dans le sud, et plus la population est noire. Mais à l'origine, du nord, du delta de l'Égypte, jusqu'au fin fond de l'Afrique, toute la population était noire. Voilà. Mais à partir de 525, devant les Perses, l'Égypte va perdre la guerre. Voilà. Et après, c'est fini. Après les Égyptiens, eh ben, ce sont les Macédoniens, donc les Grecs qui vont venir coloniser l'Égypte. Ensuite, c'est les Romains qui vont venir. Ensuite, ce sont les Arabes qui vont venir. Et après, ce sont les Ottomans, voilà, les Turcs qui vont venir. Après, ce sont les Britanniques qui vont venir, et ainsi de suite. Et puis, les Arabes sont là depuis 1300 ans. Ils sont en Égypte, ils occupent l'Égypte. Voilà. Et c'est la même chose aussi pour toute la côte est-africaine, ce qu'on appelle la côte, les civilisations swahili, qui vont du Mozambique jusqu'en Somalie. Voilà. Ces civilisations vont être détruites par les Portugais. Ce sont les Portugais qui vont détruire ces civilisations avec des bateaux chargés de canons. Voilà. La même chose aussi pour le Congo, pour l'Empire du Congo, pour le Royaume du Congo, qui s'étendait entre l'Angola et le Congo actuel, et qui va jusqu'au confins du Cameroun. Voilà. Ces royaumes, ces civilisations vont être détruites à coups de canon. Et c'est après qu'on va déporter massivement les populations jusqu'à l'Amérique. Monsieur Boubacar, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez dans le domaine sécuritaire? Que doivent faire les États africains qui économiquement sont faibles, nous le savons. On a parlé des ressources insuffisantes ici, là, il y a quelques instants. Dans le domaine de l'éducation, on a parlé de la faible industrialisation, couverture énergétique faible également, etc., etc. Les États africains ont-ils les moyens d'assurer leur sécurité? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je pense... Alors, moi, je pense que dans mon livre, j'ai développé le concept de défense globale. Dans le concept de défense globale, la sécurité devient l'affaire de tout le monde. Le militaire est aussi important pour la défense du territoire que le berger ou bien la dame qui vend ses beignets dans le marché. Dans le concept de sécurité globale, parce qu'on l'a vu, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso, les militaires seuls n'arrivent pas à assurer la sécurité nationale. Ils n'arrivent pas tout seuls. Donc, il faut impliquer toute la population, tout le monde dans notre éducation. Depuis notre naissance jusqu'à notre vieillesse, tout le monde doit être éduqué dans le sens de préserver notre sécurité. Tout le monde doit participer à la préservation de la sécurité nationale. Vous qui vivez en Amérique du Nord, et plus particulièrement aux États-Unis, eh ben, il y a des comportements, quand vous le faites, on considère que vous êtes une menace pour la sécurité nationale. Voilà. Et on mobilise tout le monde, on mobilise tous les moyens. Voilà, quand la sécurité nationale américaine est concernée, eh ben, Google est mobilisé, Facebook est mobilisé, Apple est mobilisé. On mobilise aussi tout le monde, le citoyen lambda, on mobilise tout le monde pour assurer la sécurité nationale. Donc, c'est la même chose. Nous devrons faire de la sécurité nationale le socle même sur lequel on va baser l'existence de nos sociétés et le développement de nos sociétés. Voilà. Tout ce que nous devrons faire dans nos pays, en fait, doit concourir, doit avoir un seul objectif, la préservation de la sécurité nationale, la préservation de la vie, qui est extrêmement importante, toutes les civilisations africaines, depuis le premier Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour l'Afrique, la chose la plus importante, c'est la préservation de la vie. Voilà. Donc, il faut que tout le monde soit concerné, les intellectuels, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, ceux qui sont partis à l'école, ceux qui ne sont pas partis à l'école, tout le monde doit être concerné. Mais il n'y a pas de sensibilisation par rapport à ça, en fait. Il n'y en a pas. Nous sommes le seul peuple dont on peut tuer
quand on veut les leaders, il suffit tout simplement de regarder l'histoire de l'Afrique. Combien de leaders avons-nous perdu? Les Thomas Sankara qu'on a tué à 13 heures à Ouaga. Hein? Benzin, il a été déporté. Pourtant, il s'est battu, mais il a été vaincu militairement parce que c'était leur état technologique. Ça ne suffisait pas. Voilà, sa résistance ne suffisait pas à contrer la puissance de feu de l'armée française. Donc, il faut que nous revoyions notre conception même de la vie, notre conception, notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Il faut qu'on revoie ça complètement, de fond en comble. Voilà, et mettre la sécurité. Ça, c'est une question de revoir notre conception de la vie. Mais j'en profite rapidement, je sais que c'est un débat super passionnant, extrêmement passionnant. Et il y a tellement de mots, de questions aussi dans le chat. Et je vais aider un peu Monsieur Bertrand rapidement. Si tu me permets, Bertrand, je vais vous le lire bien sûr, Sylvie. Au complet. Et brièvement, vous allez essayer de trouver le lien entre toutes ces questions et donner une réponse. OK. Il y a Monsieur Djili Cissé qui dit très pertinent la proposition de revoir le statut de l'enseignant plutôt. Il y a François Ngoba qui dit avec une espérance de vie dans la moyenne de 50 ans, nous ne pouvons pas concevoir le développement comme l'Europe. Il y a Mariam, non, il y a Antoine Boul, si je le dis bien, qui dit qu'est-ce qu'un bon dirigeant, et Mariam Koïta qui dit est-ce l'Afrique possède des dirigeants adaptés? On en a parlé il n'y a pas si longtemps, mais vous pouvez lui répondre. Les régimes sont-ils adaptés à l'Afrique? Et Antoine Boul qui reprend service militaire obligatoire pour toute la population, mutualisation des forces africaines. Elle peut enclencher l'unité de l'Afrique, François. Ibrahim Innocent, la formation civique et citoyenne est la clé pour cet esprit et l'aptitude à préserver l'État, la nation. Djili qui dit le shift de paradigme pour réinventer l'image que les Africains ont d'eux-mêmes, n'aurait-il pas mérité que vous lui accordez un chapitre entier vu à quel point il est important de voir le monde selon son propre épistémologie? Et François qui dit pour terminer, la génération africaine néocoloniale a servi les maîtres avec quelques velléités d'émancipation trahies et réprimées. La génération d'après a voulu ressembler à leurs aînés par mimétisme, en poussant parfois le zèle de l'aliénation. Les générations post-néocoloniales, tétanisées par la peur de la rupture, préfèrent s'affronter plutôt. Pour quel but? Fuir le vrai combat de tracer sa propre voie. Ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le chat. Si vous pouvez, parce que tout ça parle de votre livre, ça parle d'éducation, de gouvernance, de sécurité, d'unité et tout. Y a-t-il pas moyen de répondre avec une phrase afin de permettre à Bertrand de continuer sa question, parce que c'est tellement intéressant qu'on n'a pas envie de vous laisser partir maintenant. Ben, je remercie tout le monde pour les questions très pertinentes et qui comprennent très bien les enjeux. Je pense que nous sommes ici, sur cette plateforme, tous sur la même longueur d'onde, nous comprenons les enjeux. Voilà. Donc, après, c'est sûr que les réponses que les uns et les autres aussi proposent, c'est que le service militaire, par exemple, le service civique, le service militaire, tout ça, ce sont des solutions. Après, concernant le shift, je n'ai pas très bien compris. Mais j'ai parlé de mon chapitre, en fait, de l'intelligence économique, où je disais aux Africains de s'approprier le narratif sur l'Afrique. Le narratif sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser aux autres le monopole de raconter l'histoire et le vécu des Africains. C'est à nous de le faire. Nous, quand un Américain veut savoir quelque chose sur la France, eh bien, le plus souvent, il passe par les médias français, ou bien il vient en France, ou bien lit des auteurs français, par exemple. Voilà. La même chose aussi quand on veut connaître quelque chose sur la Chine ou bien sur la Russie. Mais maintenant, nous, Africains, quand on veut connaître quelque chose sur nous, sur notre histoire, eh bien, on passe par les Européens qui ont réécrit l'histoire de l'humanité et réécrit l'histoire de l'Afrique. Voilà, c'est la raison pour laquelle je parlais aussi de faire une rupture épistémologique de telle manière que nous concevons le monde à partir de centres de gravité africains, à partir des intérêts africains. Voilà. Donc, la question de l'intelligence économique, la question du lobbying en faveur de l'Afrique, parce que ça, c'est très facile, c'est possible. Après, il nous faut des États organisés, parce que nous avons des diasporas partout dans le monde. Nous avons des diasporas partout qui peuvent être des lobbies, voilà, qui peuvent influencer les politiques
dans les pays dans lesquels ils vivent avec l'aide de nos États. C'est ce que les Chinois font, c'est ce que les Israéliens font, voilà, c'est ce que les Indiens font également. Donc ça, nous pouvons le faire. Voilà, on peut faire du lobbying de telle manière que on ne laisse pas les gens raconter n'importe quoi sur nous. Voilà, parce que l'État, toutes les sociétés. Pensez-vous vraiment qu'on a ce poids de lobbying avec la corruption au pays? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Alors, donc, Sylvie, dans mon livre, je parlais par exemple du fait que la diaspora africaine, c'est le premier bailleur de fonds de l'Afrique. En 2019, la diaspora africaine a envoyé 60 milliards de dollars. L'aide publique au développement, c'est 20 milliards de dollars. Donc, c'est le premier bailleur de fonds du continent. Maintenant, il faut que cette diaspora s'organise sous forme de lobby. C'est ça qui est important. Il faut qu'on s'organise sous forme de lobby parce qu'on a les moyens financiers, on a les moyens technologiques, on a les moyens scientifiques. Ceux qui sont de la diaspora, ils sont très bien formés. Ils ont les compétences qu'il faut. Cela m'amène, je m'excuse si je vous coupe, il y a beaucoup de questions et on veut les poser avant de vous laisser aller. C'est sûr que si le temps nous permet, on va continuer, mais probablement peut-être vous rappeler encore sur ce plateau, mais autrement, pour peut-être poser des questions sur chaque stratégie à la fois et non combiner le tout. Parlant de diaspora, parlant d'unité et de lobbying, on va se dire la vérité. Ça peut se faire, mais il manque l'unité. Il manque l'unité, la compréhension. Il manque beaucoup de choses. Et de là, ça m'amène à ma prochaine question qui est, dans votre livre, vous avez parlé de Ubuntu. Oui, l'Ubuntu, oui. Vous avez parlé d'Ubuntu et vous avez parlé aussi il y a un autre dont vous avez parlé. La charte du Menden. Voilà. Pensez-vous que ce sont encore des choses que nous pouvons réinstaurer? Mais pas réinstaurer, c'est-à-dire réinstaurer dans le but d'éduquer les jeunes, mais plutôt nos enfants. Parce que sans mentir, les jeunes, on peut encore les éduquer jusqu'à un certain âge, s'assurer que cela passe le bâton. Mais admettons que, bon, vu que nous en parlons, nous maîtrisons ce dont nous parlons, donc nous pouvons alors léguer cela aux jeunes qui s'en viennent pour que les 10 prochaines années soient meilleures que nos 10 prochaines années. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, absolument. Oui, absolument. Moi, je pense que l'Ubuntu, qui est une valeur fondamentale qu'on retrouve surtout chez les peuples bantous, que ce soit au Cameroun ou bien en RDC, ou bien même en Afrique du Sud, par exemple, c'est un concept qui a été très bien théorisé par le monseigneur Desmond Tutu, voilà, prix Nobel de la paix en Afrique du Sud. Voilà, ils se sont servis aussi de ce concept-là d'Ubuntu. Voilà, tu existes parce que nous existons, littéralement. Donc voilà, c'est-à-dire que l'individu n'est rien sans la communauté. Ça, c'est un concept qui est fondamentalement africain, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines communautés africaines. Voilà. Et même dans certaines grandes villes, on retrouve encore ce concept-là, cette façon de voir le monde où la communauté est extrêmement importante. La communauté est extrêmement importante. Voilà. C'est ce concept-là que les Sud-Africains vont utiliser pour défaire idéologiquement l'apartheid, par exemple. Nelson Mandela va l'utiliser pour défaire idéologiquement l'apartheid en disant aux Blancs, ben, écoutez, vous avez fait tout ce mal-là. Voilà. OK. D'accord. Donc, on vous intègre dans la société. Okay. On vous intègre dans la société. Je vais rapidement lire, monsieur, les derniers, en tout cas, les derniers tests. Ils disent, OK, Karim Diallo dit, avoir une force militaire africaine pour assurer la sécurité de tous les pays africains, le service militaire a un coût exorbitant que nos États ne pourraient supporter et les priorités vitales sont ailleurs, à mon avis. Le service militaire, OK, il a répété ça. Bon. Les limites étant constatées au niveau de la jeunesse, ça c'est Ibrahim Innocent, au niveau de la jeunesse africaine actuelle, n'est-elle pas aussi une évidence, une normalité, quand on sait que les jeunes ont été moulés dans cet art et chute de valeur sans alternative crédible? Ne sont-ils pas aussi des victimes des élites et générations précédentes? Puis nous avons Djili qui dit l'Ubuntu, c'est la teranga au Sénégal, et Antoine qui voudrait prendre la parole. Alors, ce que je vais faire, et si M. Bertrand me permet, à moins que tu aies une question, en temps où bien tu peux poser la question à la fin, c'est peut-être permettre à M. Antoine Ball d'ouvrir sa caméra, de poser la question, et je pense qu'avec ça, nous allons sûrement clore l'émission. Et pourquoi pas vous réinviter pour parler juste de votre chapitre, c'est-à-dire de chaque stratégie
au lieu de tout, de te parler de tout à la fois parce que c'est super intéressant et c'est vraiment un livre à débat, c'est-à-dire chacun a sa vision, chacun a sa solution. L'important, c'est de se recentrer sur l'essentiel afin d'avancer. Donc, Monsieur Antoine Paul, c'est à vous. Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup tout le monde, je suis Antoine Boll, je suis congolais à Paris. Je remercie tout le monde pour cette initiation. Je remercie M. Boubacar, très intéressant. Je partage votre avis sur nombreux points que vous avez élaborés aujourd'hui. On a eu une conversation hier sur LinkedIn, on se connaît bien. Je pense que quand on parle de l'Afrique, il faut d'abord parler économiquement. La chose qui est la plus importante en Afrique au XXIe siècle, c'est l'industrialisation. Il faut industrialiser notre pays. Il faut industrialiser nos terres. Il faut d'abord investir à l'économie. Quand vous parlez du colonialisme, je pense qu'il faut essayer de passer un trait au passé. Le passé, c'est passé. Il faut essayer d'oublier le passé car le passé ne revient plus. Okay? Quand vous parlez de la guerre perdue contre les Européens, il n'y avait pas match. Technologiquement, on ne pouvait pas faire face aux Européens. Donc, il faut aussi, quand on parle de l'Afrique, quand on parle d'avancer l'Afrique, il faut faire la base, il faut passer par la base. Sylvie, elle a parlé tout à l'heure du pyramide de Maslow. Quand on regarde l'Afrique, on fait l'analyse de l'Afrique, on se trouve à la deuxième phase du pyramide de la Maslow, on se trouve à la phase de la sécurité. On est encore très loin de la technologie. Moi-même qui est un ingénieur d'affaires en haute technologie, qui adore la technologie, oublions un peu la technologie. Il faut d'abord partir à la base. Et quand nous parlons des aspects militaires, je pense qu'il faut faire comme les Juifs, ils ont fait, faire un service militaire obligatoire pour la population. Moi, je suis congolais à Kinshasa. Il faut rééduquer la jeunesse africaine. Il faut redonner la discipline à la jeunesse africaine. Cette jeunesse a perdu de la discipline, elle a perdu d'espoir, elle est un peu perdue dans le néant. Quand on parle de l'électricité, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que vous n'avez pas donné des solutions. Moi, je pense qu'en Afrique, il faut mettre des mini-barrages. Les mini-barrages, ça peut fonctionner pour donner l'électricité à des zones rurales, à des zones locaux. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent, la technologie, elle est là, il faut le vouloir. Après, dernier point, quand vous parlez des dirigeants, mais il faut me donner quelques pays qui ont su s'en sortir grâce à la démocratie. La démocratie européenne ne va jamais fonctionner en Afrique. La démocratie chinoise, elle ne va jamais fonctionner en Afrique. La démocratie américaine ne va jamais fonctionner en Afrique. Moi, je pense qu'il faut retourner vers des dictateurs. L'Europe a été créée par des très grands dictateurs, des dictateurs qui ont créé l'Europe. En Afrique, on a besoin de dictateurs, un homme fort qui gère son pays de la manière qu'il pense que c'est bon. Il ne faut pas croire à l'utopie de la démocratie. La démocratie que les Occidentaux essaient de nous amener, elle ne va jamais fonctionner. Dernier point, quand on parle de la sécurité, qui est l'ennemi de l'Afrique? Ce sont les multinationaux. Les multinationaux qui créent la zizanie partout en Europe. Nos ennemis, ne sont pas les États européens, mais ce sont des grandes entreprises européennes qui en profitent de la zizanie pour voler nos richesses. Car quand il y a de la zizanie, ils peuvent voler la richesse gratuitement. Par exemple, le Rwanda qui n'a pas de coltan, mais qui est un premier exportateur du coltan qui les prend au Congo dans l'Est. Ce sont des multinationaux. Je pense qu'il faut, viser les vrais ennemis de l'Afrique. Nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Nos aînés, mes parents, la génération de mes parents, ils ont trahi l'Afrique. Et j'espère que ma génération va être différente. Mais nous-mêmes, nous sommes les premiers ennemis de notre territoire et de notre continent qu'on aime tant. Je te remercie beaucoup, Boubacar. C'était très, très intéressant et je partage nombre de tes points de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Antoine pour votre intervention. J'aimerais qu'on permette à M. Boubacar de répondre aux questions d'Ibrahim Innocent. Sylvie, tu as lu la question, mais M. Boubacar n'a pas eu le temps d'y répondre. OK. La question de M. Ibrahim Innocent, rapidement, il faudrait que je retourne dans le chat. Ibrahim Innocent, OK. Les limites état constatées au niveau de la jeunesse africaine actuelle n'est-elle pas aussi, ou ne sont-elles pas aussi une évidence, une normalité, quand on sait que les jeunes ont été moulés dans cet art et chutent de valeur sans alternative crédible? Ne sont-ils pas aussi des victimes des élites et générations précédentes? Oui, absolument. Oui, vous avez fini? Oui. Voilà. Mais effectivement, de toutes les façons, comme souvent je le dis, en fait, on n'échappe pas à son éducation.
Voilà, quand on est né dans une famille, dans une communauté, en fait, il y a un logiciel à travers l'éducation qu'on implante dans ta tête. Voilà, et il est très, très difficile qu'on implémente, il est très, très difficile de se débarrasser, en fait, de ce logiciel-là qu'on a installé dans votre tête. Donc, voilà, si le logiciel est performant, il est très bien fait, ça va vous aider, ça va vous guider, ça va vous permettre, en fait, de vous en sortir, de tirer aussi votre communauté vers le haut. Maintenant, si le logiciel est défaillant, donc c'est-à-dire si l'éducation reçue à la maison est défaillante, si le système éducatif dans lequel vous avez évolué à l'école est défaillant, si la société elle-même, elle ne fonctionne pas bien, donc forcément, eh bien vous n'allez pas vous en sortir et vous n'allez pas être une solution aux problèmes auxquels vous serez confrontés tous les jours. Donc, raison pour laquelle Bertrand et Sylvie beaucoup insisté sur l'éducation. Moi aussi, j'insiste beaucoup sur l'éducation. L'éducation, elle est fondamentale. Voilà, s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Je l'ai écrit dans mon essai, l'Afrique risque de perdre la bataille de l'école. J'ai proposé un certain nombre de solutions, voilà, sur lesquelles il faut revenir afin de redresser le système éducatif, pour redresser la jeunesse qui va affronter maintenant les problèmes que nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents vont laisser. Parce que c'est surtout ça. D'une génération à l'autre, les problèmes se cumulent. La même chose aussi d'une génération à l'autre, quand on a laissé les solutions qui sont performantes d'une génération à l'autre, en fait, on en profite, on bénéficie en fait du bon travail et aussi du mauvais travail, voilà, de nos parents, de nos grands-parents et aussi de nos ancêtres. Donc, l'éducation, encore on va revenir sur l'éducation, mais il ne faut pas qu'on commette l'erreur de croire que le développement ou bien la prospérité, ce sont des étapes, donc on va faire ça, et après on fait ça. L'évolution du monde, en fait, l'évolution du monde ne nous permet plus ce luxe-là. L'évolution du monde ne nous permet plus ce luxe-là. On est obligé, voilà, de voir, d'avoir une vision globale, voilà, pour essayer de concentrer nos énergies sur les enjeux stratégiques les plus importants. Et c'est la raison pour laquelle j'ai en fait énuméré ces 10-là, de mon point de vue, les enjeux les plus importants. Ce sont ces 10-là. Quand j'ai parlé de l'industrie agroalimentaire, quand j'ai parlé de l'industrie du numérique, tout ça, moi, dans mon esprit, c'est aussi l'industrialisation du continent qu'il faut voir. Parce que si on a un continent qui est industrialisé, ça aura des effets d'entraînement aussi sur l'industrie militaire. Voilà. Oui, mais il faut vraiment réellement… C'est cet ensemble-là, Antoine, j'arrive, j'essaie de répondre à votre… Voilà, et aussi les… Voilà, c'est cet ensemble-là, en fait, qu'il faut essayer de voir. Il ne faut pas croire qu'il faut d'abord qu'on ait de quoi manger, et ensuite, on va faire l'école, et ensuite, on va faire ceci, cela. Mais en temps, les autres, ils avancent. Les autres, ils avancent. Et l'évolution fulgurante de la technologie au niveau mondial, de l'industrie au niveau mondial, fait qu'aujourd'hui, beaucoup de politiciens dans notre pays, au lieu de protéger nos économies pour permettre aux jeunes pousses, aux jeunes entrepreneurs, voilà, de se développer et de participer à l'industrialisation, on préfère importer parce que c'est la solution la plus facile. Mais ce n'est pas une solution qui est viable. Voilà. Parce que les autres, les Chinois, les Indiens, les Américains, les Brésiliens, les Turcs, eux, ils proposent des solutions faciles. Parce qu'ils sont développés, ils sont à un niveau très, très élevé. Donc, du coup, moi, par exemple, quand je fais mes pots yaourt, eh ben, à côté de mes pots yaourt, à côté de mes jus, qu'est-ce que je trouve? Des produits qui sont importés d'Afrique du Nord, qui sont importés d'Asie, qui sont importés d'Europe. Voilà. Mais moi, c'est une part de marché que je n'arrive pas à gagner parce que les autres sont des produits qui sont importés qui m'empêchent, moi, de développer en fait mon activité. Raison pour laquelle on a besoin de protéger aussi nos entrepreneurs. On a besoin aussi de protéger nos économies, voilà, de telle manière que les jeunes pousses puissent avoir le temps, voilà, de se développer, de se renforcer. Si on ne fait pas ça, l'Afrique va rester un grand tube digestif parce qu'il ne faut pas oublier que 85% des produits que les Africains consomment sont importés. 85%. L'Afrique ne représente que 2% des produits manufacturiers au niveau mondial. 2%. Voilà. Pour vous dire à quel 2% de produits manufacturés pour 17% de la population mondiale. Pour 17% de la population mondiale. Voilà, c'est pour vous dire en fait les enjeux. Voilà. Mais ce n'est pas impossible, parce que nous avons beaucoup de potentiel, beaucoup de gisements que nous n'exploitons pas. La diaspora n'est pas du tout exploitée. La diaspora se contente uniquement d'envoyer de l'argent. J'avais dit que la diaspora doit arrêter uniquement d'envoyer de l'argent, mais de faire aussi un transfert technologique. Pour cela, il faut qu'il y ait une collaboration intense avec nos États.
de telle manière que les compétences que nous avons acquises à l'extérieur puissent bénéficier directement à nos États et aussi à nos populations. Ça nous permettra d'évoluer très rapidement et aussi copier ce qui se passe ailleurs, voilà, faire de l'espionnage industriel, c'est ce que tout le monde fait, tous les pays trichent, tout le monde triche, tout le monde copie sur tout le monde. Voilà, ce n'est pas une honte ça. Quand les Grecs qui sont rentrés dans l'histoire, ils sont venus en Afrique, ils ont appris la philosophie, la géométrie, ils ont appris tout, et ils ont amené chez eux, ils ont transmis ça aux Européens, au reste des peuples européens. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Les Chinois aujourd'hui copient massivement les Occidentaux et les Russes, ils les copient massivement. Voilà, ça leur donne même des maux de tête, ils ont même envie de se tirer une balle de la tête. Tellement les Chinois copient massivement les technologies occidentales et russes. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais nous, on a une diaspora qui est répartie dans le monde entier, aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie, dans les pays arabes. Cette diaspora, très bien éduquée, très bien formée, peut être la meilleure solution pour permettre à l'Afrique de rattraper son retard technologique. Pour moi, c'est la meilleure solution pour l'Afrique. Voilà, on n'a pas besoin d'inventer la roue. Voilà, on n'a pas besoin d'investir des milliards pour inventer des avions. Il faut tricher, il faut copier ce que les autres font. Voilà, et puis on invente ça en Afrique. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans tous les domaines. Voilà. Merci, donc, merci beaucoup, M. Boubacar. Avec votre permission, là, merci. Nous comprenons que le présent et l'avenir de l'Afrique vous tiennent vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Vous parlez avec passion. C'est un sujet, évidemment, qui nous touche tous et toutes. Voilà pourquoi nous sommes connectés cet après-midi ou ce soir, selon l'endroit où nous vivons en ce moment. Donc, merci infiniment. Je vous en prie. Merci aussi. Pour votre livre, très, 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 très intéressant. Nous encourageons tout le monde à le lire et à le partager afin que le maximum d'Africains possible puissent lire aussi ce livre, puissent le découvrir et l'apprécier. Merci beaucoup. Un moment. Est-ce que M. Moussa, vous voulez dire quelque chose? Ce que je voudrais dire, quoi? Est-ce que nous, les Africains, on sait même copier? Ça, c'est un bon... parce que avant de venir ici aux États-Unis, j'ai fait la Libye, j'ai fait l'Algérie. Donc, tu vois, nous, on va là-bas, on regarde comment l'arabe s'habille et puis on amène ça chez nous. On impose ça. Excusez, M. Moussa, ce que je vais proposer, c'est que M. Bertrand termine l'émission, qu'on arrête le recording et qu'on passe au réseautage. Et là, on sera beaucoup plus libre d'échanger et d'aller plus loin, si vous le permettez. OK. Ça marche. Merci Sylvie, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été là, d'être là ce soir. Et partagez les liens, s'il vous plaît, de Allo Community. Beaucoup se sont inscrits. Et nous devons vous dire merci, M. Boubacar, parce que votre présence ce soir a drainé une grande foule. On a noté une différence, une forte adhésion à Allo Community dans les derniers jours. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent, qui vous suivent. Vous êtes un leader qui a de l'impact, oui. Qui a de l'impact. Alors, bravo pour tout le beau travail que vous faites. Et donc, partagez les liens de Allo Community. Nous offrons des formations, nous offrons l'éducation aussi. N'oubliez pas, Education Consulting, qui est notre partenaire, vraiment un gros soutien à Allo Community que nous remercions devant vous. On ne va pas dire merci derrière, mais on dit merci devant le monde. Merci encore à Education Consulting qui fait un travail merveilleux avec nous autres pour permettre aux jeunes de tout âge d'avancer. Donc, voilà. N'hésitez pas à surtout lire. Oui, OK. N'hésitez pas à surtout lire le livre de Monsieur Adamo, s'il vous plaît. Lisez-le. C'est incroyable. C'est comme un conte de fées. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de mots là, mais vraiment, c'est comme... Non, je dis, monsieur Bertrand me connaît. Quand je dis quelque chose, ça vient du cœur et c'est vrai, je ne suis pas une diplomate. Je dis ce que je pense et je me base souvent sur les faits. J'ai lu ce livre du début à la fin et je peux vous dire, pour une personne qui n'a pas qui ne s'intéresse pas vraiment à la politique en tant que telle, je peux vous dire que ça m'a reconnecté non seulement à mes origines, même je suis africaine d'abord et avant tout,
et ça m'a reconnecté encore plus à la réalité du terrain. Ça me donne encore plus de courage de me battre pour ma cause, qui est l'éducation. Ça me donne aussi le droit de référer votre lien pour que d'autres puissent aussi s'auto-éduquer. Parce que je ne prends pas ce livre pour juste un essai, mais je le prends carrément pour un livre d'école, en fait. C'est vraiment un livre qu'on devrait, que les élèves ou les étudiants surtout, parce que là, à un certain âge, les étudiants, je dirais, doivent lire pour prendre conscience ou mieux se reconnecter à la réalité africaine, la réalité, ce qui se passe réellement tout chaud. Il y a monsieur Antoine qui dit, peut-on l'acheter en version numérique? J'en sais rien, mais c'est là. Le lien est sur Allo Community, c'est aussi sur la page de monsieur Adamou Boubacar. Et c'est sûr qu'on va le repartager avec le temps. Donc, c'est bien une petite précision. Voilà, oui. Donc le livre, en fait, moi, quand j'ai écrit le livre, en fait, je voulais le mettre, c'est un livre que j'ai mis gratuitement à la disposition, en fait. Voilà, moi, vous pouvez trouver, en fait, le livre sur ma page LinkedIn, en fait, c'est gratuit. Je peux vous l'envoyer aussi. Voilà, il n'y a pas de problème. Et bientôt, la version papier va sortir. Je suis en train d'étudier de l'éditer. La version papier va sortir. Donc, ça permettra à ceux qui sont plus à l'aise avec le papier de l'avoir aussi dans leur bibliothèque, de la voir. Mais la version électronique, elle est disponible, elle est gratuite. Voilà, je l'ai fait gratuitement. S'il te plaît. Voilà, je vous l'enverrai sans aucun problème. Merci voilà. beaucoup. Donc, je peux vous envoyer ça sur LinkedIn, il n'y a aucun souci, Antoine. Donc voilà, mais comme je l'ai dit, bientôt, dans quelques semaines, la version papier va sortir. Donc du coup, ceux qui veulent en fait l'acheter sur les différentes plateformes telles qu'Amazon et autres, ils pourront le faire. Voilà, mais la version électronique, elle est disponible, elle est gratuite. Voilà, c'est pour tout simplement partager quoi, mes réflexions sur l'Afrique. Et j'aimerais quand même remercier énormément, beaucoup Sylvie et Bertrand, voilà, d'avoir pris le temps, voilà, de lire mon livre, voilà, de m'avoir accordé cette plateforme-là, ce temps-là pour échanger sur ce livre. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Surtout, continuez. Voilà, ce que vous faites, c'est un très bon travail. Il faut le faire. Voilà, on en a besoin, que ce soit dans la diaspora ou bien en Afrique. Il faut sincèrement le faire. On en a besoin. Et je suis disponible aussi pour partager mon expérience avec votre réseau. Vous pouvez compter sur moi. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup et je vous dis en même temps, vous étiez en train de parler de diaspora, vous étiez en train de parler de diaspora, de se mettre ensemble pour évoluer. Bon, on essaie de se mettre ensemble. La preuve, je suis avec Bertrand et puis Malisa Capital, un autre monsieur que vous allez peut-être sûrement rencontrer si on continue pas à collaborer. Et c'est la preuve que nous faisons notre part. Mais on veut avoir l'image sur, en tout cas, la plus... en français, Bertrand? L'image. La grande image. La grande image. The big picture. Yeah, the big picture, c'est ce qu'on veut, en fait, c'est ce qu'on veut. Donc, j'ai mis votre lien dans le chat pour tout le monde. Je vais donc de ce pas arrêter le recording pour qu'on puisse être beaucoup plus à l'aise et décrypter pour pouvoir terminer cette belle conversation. Merci encore, monsieur Adamou, d'avoir accepté, Adamou Boubacar plutôt, d'avoir accepté mon invitation avec merci à Bertrand pour son support. Merci à tout un chacun de vous et rendez-vous, pourquoi pas bientôt, dans quelques jours, disons avant même Noël, qui sait, pour que monsieur Adamou puisse parler vraiment de chaque stratégie de façon profonde. Là, on va pouvoir toucher un peu de tout au lieu de faire, comme je vais dire, on a vraiment survolé le tout parce qu'il y en a tellement à dire. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.